Chers compatriotes, aujourd'hui la France... L'association Solidaridad. Le crime organisé. Chi come noi hanno sempre combattuto. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur VHT et RCFM pour suivre ce nouveau numéro de Contraste élaboré en collaboration avec Corse Matin. Ce n'est pas un parcours politique des plus simples qu'a eu à effectuer notre invité du jour. En accédant en 2015 à la tête du département de la Haute-Corse, il a dû faire face à la multiplication des affaires, tenter de redresser une situation dans la tourmente, rétablir rigueur et stabilité à tous les niveaux, en sachant par ailleurs qu'il serait le dernier président d'une institution créée il y a maintenant 41 ans. François Hollande est aujourd'hui le 308e invité de Contraste. François Hollande, bonsoir. Bonsoir, bonjour. Et merci d'avoir accepté cette invitation. Nous avons beaucoup de sujets à aborder avec vous, entre les termins judiciaires et météo, mais également la collectivité unique et les rebondissements politiques quasi quotidiens au plan national. L'actualité est très riche. Alors pour vous interroger ce soir, Anne Chabanon de Corse Matin. Bonsoir Anne. Bonsoir. Et Patrick Vinciguer de RCFM. Bonsoir à vous, Patrick. Alors, chaque semaine nous amène son lot d'événements politiques, je le disais, et après le renoncement de François Hollande, c'est l'engagement de Manuel Valls dans la course à la présidentielle, son départ de Matignon et son remplacement par Bernard Cazeneuve. Bernard Cazeneuve, accompagné de Bruno Le Roux au ministère de l'Intérieur. Beaucoup de bouleversements politiques. Comment un homme de gauche reçoit-il tout ça? Avec effarement, avec inquiétude, le sentiment que l'échec se profile? Comment vous voyez ça? Je crois que c'est tout simplement inscrit dans un ordre logique. François Hollande ayant décidé de ne pas être candidat à la présidence de la République, Emmanuel Valls a considéré qu'il était en position d'être lui-même candidat et qu'à ce titre, il n'avait plus à exercer les fonctions de Premier ministre. Donc, il a remis tout naturellement sa démission. Il a fallu faire un choix. Bernard Cazeneuve a montré par son action à la tête du ministère de l'Intérieur un champ de compétences particulièrement apprécié. Et le président de la République, là aussi, naturellement, me semble-t-il, choisi. Je crois que c'est la bonne personne au bon endroit et au bon moment. Pas pour longtemps, en tout cas. Mais alors, un Premier ministre, maintenant ministre de l'Ancien ministre de l'Intérieur, qui connaissait bien la Corse, le ministre de l'Intérieur également, Bruno Le Roux, à l'époque de Jospin, auquel il faut ajouter le préfet Patrick Stroda, même s'ils ne sont là que pour quelques mois, qu'est-ce qu'il faut en attendre? Il faut en attendre la poursuite de tout le travail qui a été fait, notamment concernant l'évolution institutionnelle. Et il est bien que des personnes au fait des travaux de cette évolution, qui ont été impliqués, qui ont été les acteurs avec les élus de Corse, et notamment ceux de l'ancienne mandature, soutenus par une très large majorité, soient aujourd'hui aux affaires pour conduire et conclure cette collectivité unique que nous attendons pour le 1er janvier 2018. Ça nous amène au bilan de ce quinquennat pour la Corse. Que faut-il en retenir? Y a-t-il eu seulement une politique particulière pour la Corse durant ces 5 ans? Il y a eu en tout cas une attention particulière qui a été portée sur les sujets que les Corses eux-mêmes, que les élus corses ont bien voulu voir prospérer. Celui de la collectivité unique a été un enjeu majeur. Hier ont été validées les dispositions sur une prorogation des arrêtés MIO, qui avaient été d'ailleurs initiées par le député François Poupone avec l'ensemble des parlementaires corses, soutenus à travers une proposition de loi portée par les Républicains. Mais on voit que c'est un travail d'ensemble qui a été hier sanctionné, et de manière tout à fait positive. C'est le travail, entre autres, pour la Corse de cette mandature. Il y a eu d'autres opérations. Il y a eu d'autres dossiers que les élus corses auraient aimé voir prospérer et qui n'ont pas prospéré, qui n'ont pas abouti. Je pense notamment à la langue corse. Mais il y a des dossiers qui ont été entendus. Pierre Jong a fait un travail colossal, notamment sur la langue corse. Et c'est à la mandature actuelle de terminer ce travail. Pour qu'il puisse être initié, il fallait qu'il soit reçu, entendu. Ça a été le cas, me semble-t-il, de la part d'un gouvernement attentif aux souhaits de la Corse, aux évolutions, avec... Bilan globalement positif, quoi. Je trouve que le bilan pour la Corse est tout à fait positif. Alors, la gauche en Corse, en tout cas, n'a guère profité électoralement parlant de ce bilan que vous considérez comme globalement positif. Ça a été une succession d'échecs électoraux, à l'exception du département de la Haute-Corse, où la gauche a maintenu largement sa majorité. Comment est-ce que vous expliquez?
Écoutez, je crois qu'il y a eu... Parce que si c'était si bon que ça, il y aurait eu des effets électoraux. Il y a le rapport entre les collectivités, les élus corses et le gouvernement, c'est le sujet que l'on vient d'aborder. Et ensuite, il y a eu les élections locales, puisque c'est ce que vous souhaitez évoquer. Et je crois que la stratégie que nous avons retenue à gauche n'a pas été partagée, n'a pas été comprise et a tout simplement été sanctionnée par les électeurs. Nous avions construit une majorité dans le cadre d'une union très large et la volonté d'ouverture ne s'est pas traduite sur le plan électoral. Il faut, je crois, tout simplement en prendre acte et imaginer de nouvelles stratégies. Mais pour le moment, justement, ces stratégies, tous ceux qui sont venus sur ce plateau n'ont pas réussi véritablement à les poser, à les positionner. Qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui pour que la gauche se reconstruise? Ça fait plusieurs mois, on ne se réunit pas, on se voit en aparté. Il n'y a rien véritablement qui ressort de tout ça. Les uns et les autres se plaignent, mais sans rien faire. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Je crois qu'il y a un temps pour la relance de cette dynamique. Est-ce que ça doit être uniquement une dynamique de gauche? À mon avis, c'est plus largement une dynamique de progrès. En tout cas, c'est dans ce cadre-là que je m'inscris. N'oublions pas que je n'ai été affilié à aucun parti politique, donc si ma sensibilité est une sensibilité de progrès, elle appelle à l'union des hommes et des femmes de progrès. Et les hommes et les femmes de progrès n'appartiennent pas uniquement à la gauche. Je pense qu'il y a des sensibilités qui sont ailleurs, qui peuvent aussi se réunir. C'est, je crois, ce qu'attendent les électeurs. Ils n'ont plus envie de ces clivages droite-gauche, de ces approches manichéennes que l'on a trop souvent constatées et qui ont conduit en Corse, mais me semble-t-il ailleurs également, voire même au plan international, avec des résultats plus ou moins heureux, à un rejet des stratégies politiques qu'on avait l'habitude de connaître. Aujourd'hui encore, inventons... Justement, qui pour incarner cette démarche ? Il y a un certain nombre de personnalités politiques qui me semblent tout à fait à même d'incarner cette démarche. Un certain nombre, c'est vaste, mais qui ? Vous en avez reçu sur ce plateau, des personnes comme Jean-Charles Orsouch, allant jusqu'à des personnes comme Francis Diugi, comme Marie-Ange Perg, voilà, et comme Maria Dulicelli, bien sûr. Comme vous ? Mais je me situe tout à fait dans cette mouvance, puisque c'est celle que je qualifie de mouvance de progrès. À travers, au-delà de l'incarnation par un homme ou une femme, il y a quand même un message que la gauche doit porter. Celui que vous portiez jusqu'à présent n'a pas été validé par l'électorat, vous l'avez expliqué. Quel est le nouveau message que la gauche doit porter ? Vous parlez de progressisme. Mais c'est quoi le progressisme aujourd'hui en Corse ? Le progressisme aujourd'hui, en Corse comme ailleurs, c'est de mettre un certain nombre de valeurs au cœur du débat. Je crois qu'être progressiste, et pas uniquement être de gauche, c'est peut-être faire passer l'intérêt général avant l'intérêt particulier. C'est peut-être ce qui nous démarque fondamentalement de certains positionnements marqués très conservateurs ou très à droite. Être progressiste en Corse aujourd'hui, c'est s'inscrire dans une défense de notre île sur le plan institutionnel, nous l'avons fait, sur le plan de la langue, sur le plan de la protection de notre environnement, sur le plan économique, donner un sens à un développement économique. Et je crois que là, un certain nombre de personnes peuvent se retrouver. Vous savez, en Corse, sur ces valeurs-là, tout le monde se retrouve. Pardon, voilà. Absolument, tout le monde prône l'intérêt de la Corse, l'intérêt général. Aujourd'hui, les nationalistes sont au pouvoir. Tout le monde se dit autonomiste, à droite comme à gauche. Comment on affiche sa différence aujourd'hui ? Je veux dire, comment on peut... Tout sur ces valeurs-là, la protection de la terre, la langue, tout le monde est d'accord. Tout le monde peut afficher en effet sa différence et ses points de convergence. Je crois qu'en Corse, aujourd'hui, le nombre de personnes se déclarant autonomistes a considérablement augmenté. Moi, je m'y suis situé depuis fort longtemps, donc on va dire les corsistes. Tous les Corses sont corsistes. Pour autant, est-ce que tous les Corses sont nationalistes ? Non. Je crois que le point de divergence, un des points de divergence, se situe entre la volonté... C'est celle-là, la dépendance ? C'est en tout cas une ligne de démarcation qui, pour moi, est importante. Moi, liberté, égalité, fraternité, laïcité, ça me va très bien, y compris pour la Corse. Mais à gauche, est-ce qu'on peut dire que vous voulez rassembler toute la gauche, ou alors il y a deux gauches irréconciliables sur le dossier corse ? Moi, je veux rassembler les personnes qui veulent s'inscrire dans cette démarche de progrès. Il est certain qu'un certain nombre de personnalités politiques aujourd'hui engagées ont peut-être besoin de faire un effort, de faire un pas pour rejoindre cet espace que nous voulons partager avec d'autres à gauche, mais également
en dehors de la gauche. Aujourd'hui, c'est à construire. Vous l'avez dit vous-même, il y a des échanges qui sont faits. Il n'y a pas de stratégie aujourd'hui qui a été établie de manière formelle. Il faut commencer par se rencontrer, par partager. C'est ce que nous faisons et nous comptons bien évidemment élargir ce cercle de rencontres et ce cercle d'échanges. Alors, on en vient à cette affaire qui a concerné le Conseil général de la Haute-Corse, cette affaire des gîtes et le procès qui révèle à la fois également du politique, de par ses implications et ses conséquences. Les réquisitions ont été sévères, notamment à l'encontre des élus, et Paul Jacob en particulier. Comment est-ce que vous réagissez à ce procès ? De plusieurs manières. D'abord, je veux dire que dans ce procès qui a touché le département, qui renvoie du département de la Haute-Corse une image qui ne correspond pas du tout à une réalité. Le département de la Haute-Corse est certainement l'institution qui fonctionne le plus dans la transparence, dans l'équité, dans la rigueur. Depuis que vous y êtes ? Depuis que j'y suis, en tout cas, permettez-moi de parler au moins de la période que je préside. Concernant les personnes qui ont été aujourd'hui impliquées dans ce que l'on a appelé l'affaire des gîtes, je connais des élus, je connais les personnels qui ont été concernés. Je veux dire que les personnels qui ont été aujourd'hui appelés à cette affaire ont été avec moi des gens tout à fait loyaux, qui ont toujours accompli leur mission dans la plus grande loyauté et dans la plus grande dignité. Les élus qui sont concernés, si on va parler de Paul Jacob et de Pierre-Marie Mancini, puisque ce sont ceux qui sont souvent visés, je crois que tout le monde reconnaît leur parfaite intégrité. Le procureur lui-même, parlant de Paul Jacob, il a dit qu'à aucun moment il n'y avait eu le moindre enrichissement personnel. Qu'il y ait eu des négligences, qu'il y ait eu des dérapages au niveau du fonctionnement et du traitement de ces dossiers, la justice décidera, le jugement étant délibéré, donc attendons que la justice passe, espérons que la justice ne soit pas, comme disait Badinter, une justice qui tue, mais une justice qui veut être équitable, et nous en tirerons probablement les conséquences. Vous êtes quand même dans une position inconfortable en tant que président du Conseil général. Vous étiez partie civile et en même temps, le Conseil général ne demande rien dans ce procès. Nous étions naturellement partie civile parce que c'est la loi, et le Conseil général a demandé la réparation du préjudice qu'il aurait subi, parce que ça me paraît tout à fait naturel. Mais ça vous choque, ça vous émeut, ça vous attriste, ça vous agace de voir un ancien président de Conseil général à l'époque devant un tribunal comme ça ? Alors, de voir un ancien président, de voir des élus intègres, de voir des personnels dont la loyauté a toujours été saluée, ça me choque, ça me peine surtout, ça m'attriste énormément parce que, connaissant les personnes, ça n'est pas l'endroit où l'on devrait, à mes yeux, les trouver. François Hollande, il y a cette affaire des gîtes ruraux, puis il y a une autre affaire qui est toujours, elle, en cours d'instruction, qui vous concerne plus directement, puisqu'elle s'est prolongée jusqu'à votre accession au pouvoir, puisque c'est terminé, me semble-t-il, en mai 2016, c'est celle des emplois fictifs. 4 personnes sont mises en examen, 2 hauts fonctionnaires qui sont censés avoir couvert, selon la justice, les 2 autres emplois fictifs. Est-ce que vous vous sentez inquiété ? Selon cette semaine, un média national, vous auriez été entendu et placé sous le statut de témoin assisté dans cette affaire. Alors, inquiété, absolument pas, puisque je n'ai aucune raison de l'être. Concerné forcément, puisque, là encore, ça concerne le département de la Haute-Corse. Je ne vais pas rentrer dans une affaire qui est en cours d'instruction, mais on peut quand même rappeler les grandes lignes. Elle concerne 2 fonctionnaires qui faisaient partie, un de l'administration et qui a continué à évoluer dans l'administration, dans le statut qui est le sien. Donc, il est appliqué également dans l'affaire des gîtes. Oui, mais il fait partie des 1250 employés du département, rajoutés à peu près aux milliers dont j'ai la charge à travers le service départemental incendie. Inutile de vous dire que le sort individuel d'une personne n'est pas forcément ce qui vient le plus souvent à mon esprit. Le second concerne une personne qui était au cabinet de la présidence, qui, lorsque je suis arrivé moi-même dans cette fonction, j'ai modifié mon cabinet, j'ai remplacé toutes les personnes, mis à part 2 assistantes, et j'ai constitué mon cabinet. Donc cette personne n'a plus fait partie du cabinet et a été réintégrée naturellement dans les services. J'ai été entendu par les services de police
pour avoir mon opinion, mais en témoin tout à fait libre, hein, libre d'ailleurs de quitter les séances d'entretien à tout moment. Il a été évident, compte tenu des éléments qui figuraient dans ce dossier, que je n'étais absolument pas concerné, bien au contraire. Je crois qu'on avait plutôt tendance à m'en vouloir de mettre de la rigueur et de mettre de la transparence dans la gestion de la collectivité. Et j'ai ensuite été confronté avec les 2 hauts fonctionnaires du département qui sont là aussi des gens d'une extrême loyauté, d'une extrême compétence. Et d'ailleurs, à la lumière de cette convocation, de cette confrontation avec le juge, qui s'est faite, comme vous le dites, sous le statut de témoin assisté, mais pour une raison toute simple, c'est que pour pouvoir m'entendre en présence des 2 personnes concernées, c'était soit une mise en examen qui n'avait absolument pas lieu d'être, soit le statut de témoin assisté. Nous nous sommes rencontrés, nous avons échangé, et le jour même, le juge a levé toutes les mesures conservatoires qui concernaient ces 2 hauts fonctionnaires qui ont repris naturellement leurs fonctions au département et qui m'apportent tout le soutien. Mais qui reste mis en examen. Et ça, c'est la procédure qui ira jusqu'à son terme. Mais je crois que le fait, d'ores et déjà, d'avoir levé les mesures conservatoires révèle combien les mesures qui pesaient contre eux étaient inappropriées. Mais quelle que soit l'issue de cette affaire, qui mettra certainement plusieurs mois avant d'être jugée, quel que soit le jugement du tribunal de Bastia le 25 janvier à l'encontre de Paul Jacob, et notamment, est-ce que le mal n'est pas déjà fait, la suspicion, l'opprobre, le rejet des élus, enfin de certains élus en tout cas, n'est pas déjà établi avec les conséquences politiques qu'on imagine? Alors, les conséquences, on verra. Je crois que nous sommes un certain nombre de personnes à porter un message tout à fait clair, tout à fait adapté, et que nombre de concitoyens veulent partager. Ça me paraît... en tout cas, c'est ce que l'on ressent sur le terrain. Il y a un effet médiatique qui est indéniable, qui nous paraît injuste, qui nous paraît totalement déplacé, et qui pourtant, on le voit, donc, puisque vous évoquez l'article la magazine nationale qui est sorti hier, rempli de contre-vérités d'ailleurs, rempli d'insinuations, et sans que l'on ait pu échanger. En prenant des éléments, en les sortant d'un contexte, on construit un raisonnement destiné à salir encore une fois une institution. La question que je me pose parfois, c'est à quel titre, pourquoi un tel acharnement face à une institution qui fonctionne, je le dis et je le répète, dans la rigueur, dans la clarté, comme aucune institution de Corse, quel qu'en soit le niveau, et on pourra revenir sur des exemples précis. Parler clair. Depuis janvier 2015, François Hollande. Vous m'interrogez sur la période depuis janvier 2015. Non, avant, on savait bien que c'est pas par rapport à votre gestion que tout ça ressort. Oui, mais l'affaire qui est évoquée, elle concerne... C'est vous qui en héritez, sans doute. Mais quand vous parlez de rigueur, vous parlez pour vous. Oui, mais bien évidemment, je parle pour moi. Et chacun apporte... Et donc, dans le prolongement, est-ce que Paul Jacob peut-il être encore le leader de la gauche? Peut-il se présenter aux législatives de juin 2017? Alors, est-ce que Paul Jacob a démérité dans sa fonction de parlementaire? Est-ce qu'il a été un mauvais député? A-t-il porté pour la Corse, et à un niveau d'ailleurs qui dépasse largement le cadre de la Corse, un mandat que l'on pourrait qualifié d'imparfait? Je ne crois pas. Je crois que Paul Jacob a rempli sa mission de parlementaire de haut niveau avec des responsabilités particulièrement importantes. Et si il souhaite, et ça n'appartient qu'à lui, être candidat aux élections législatives, il faudra respecter son choix. Est-ce qu'il vaut mieux pas quelqu'un d'autre pour la gauche à ce moment-là? Est-ce qu'on doit considérer que le résultat de son travail doit lui interdire d'être candidat? C'est pas le résultat. Vous savez très bien que c'est pas le résultat de son travail. Vous cloisonnez les choses, vous faites un mandat, le mandat, vous cloisonnez les mandats quelque part. Vous dissociez à la fois le fait de pouvoir se représenter et ce qui se passe actuellement dans l'actualité. Vous me demandez mon avis, qui d'ailleurs ne peut rester que mon avis. Le choix, c'est celui de Paul Jacob, comme de tout candidat d'ailleurs, sur sa capacité ou son intérêt à être candidat aux élections législatives. Je vous réponds que compte tenu du travail qui a été fait dans le cadre de sa mission de parlementaire, je ne vois pas ce qui aujourd'hui l'interdirait d'être candidat. Maintenant, est-ce que les décisions qui vont suivre, est-ce que les décisions qui vont suivre, vous connaissez la décision déjà qui est arrêtée par les juges,
Voilà, Non, mais je vous disais, mais quelle que soit la décision, le procès lui-même a fait quand même des dégâts. Mais absolument, le procès lui-même a fait des dégâts. Les effets médiatiques, l'acharnement dont a été victime le département, et plus largement que le département, la mouvance qui suivait Paul Jacob par le passé, a certainement fait des dégâts aussi. Vous pensez que ça a pu avoir des conséquences sur la défaite électorale au territorial? Je pense qu'il y a eu un certain nombre de constructions qui ont largement contribué à dévaloriser l'action qui a été conduite. Construction n'est peut-être pas le mot bien choisi. François Hollande, vous êtes président depuis, on l'a dit, de janvier 2015 à peu près. Est-ce que l'héritage de la Jacobine n'est-il pas trop lourd à porter? Qu'est-ce que vous appelez dans l'héritage de la Jacobine? Lorsque je suis arrivé, auquel a fait allusion Jean Vitus en introduction. Lorsque je suis arrivé au département, moi je me suis appliqué à mettre en œuvre une politique de transparence, de rigueur, d'écoute. Je le répète, c'est pas votre gestion qui est en cause, ni votre personne. J'ai bien compris, et je vous en compris de quoi on parle. Et je vous en sais gré. Mais avant François Hollande, il y a l'affaire des gîtes ruraux, l'affaire des emplois fictifs, il y a aussi des assassinats, malheureusement, et c'est ça le plus grave. Est-ce que quelque part, ça met pas mal à l'aise, même si on laisse ça au vestiaire? Ça ne donne pas à un président de conseil départemental dont le fonctionnement est reconnu dans la transparence et la rigueur des conditions d'évolution les plus favorables. Je pense qu'il y a des mandatures qui sont plus apaisées, certainement. Ça ne m'empêche pas, avec les élus qui composent ma majorité, avec l'ensemble des agents, de faire un travail au service de la collectivité et au service de la population de la Haute-Corse et de la Corse. Justement, nous allons en parler du département, au-delà des affaires, mais sur la gestion. Vous avez récemment examiné vos orientations budgétaires pour 2017. Alors 236 millions d'euros de budget, je crois, dont 195 qui sont consacrés au fonctionnement, c'est autour de 82%. Alors, le président de la Chambre des comptes disait ici récemment que la Corse battait les records en matière de dépenses de fonctionnement. Alors pourquoi un tel déséquilibre? Alors, vous savez... c'est pas propre au département. Non, j'entends bien. Les éléments forts et les éléments d'analyse que l'on peut retenir sur un document de ce type. D'abord, je crois qu'il faut partir d'éléments factuels. Le département de la Haute-Corse, depuis 2 ou 3 ans, poursuit une politique de rigueur et de maîtrise des dépenses. Dans la maîtrise des dépenses, il y a un poste éminemment important qui est celui des emplois, des charges de personnel. Ces charges de personnel n'évoluent pas, nous les maîtrisons. J'avais dit que j'installerais un moratoire dans la gestion, je l'ai installé, nous sommes passés de 1250 agents lorsque je suis arrivé à la tête du département. Nous avons réduit aujourd'hui, puisque nous sommes à peu près à 1170 agents, et on arrive malgré tout à fonctionner, même si on a besoin de rééquilibrer un certain nombre de services. Nous avons des dépenses dans le domaine, et nous sommes dans des ratios plus que convenables en termes de frais de personnel. Nous avons des ratios, des éléments qui s'imposent à nous. C'est malheureusement tout ce qui concerne le domaine social, avec 80 millions d'euros qui sont affectés au domaine social. Et le fait d'être le 3e département de France en termes de précarité impose bien sûr des efforts en la matière, avec une absence de compensation. N'oublions pas que sur les 70 millions d'euros qui sont affectés aux aides individualisées tenant à la solidarité, notre compensation est de à peu près 34 millions. Donc l'effort est considérable. La part de l'investissement nous permet d'absorber les travaux qu'il y a à réaliser. Après, quand on compare à d'autres départements, eh bien, nous avons chez nous nombre d'actions qui sont menées en régie, en interne, alors que d'autres départements externalisent. Par exemple, sur les routes, nous avons des équipes spécialisées qui réalisent un nombre d'opérations de restructuration de réseau, qui engagent des moyens financiers importants, alors que d'autres départements peuvent donner ceci à des entreprises au marché privé. Nous avons fait ce choix de mixer à la fois l'intervention du privé et l'intervention de nos propres compétences. Ça peut créer dans la distinction entre investissement et fonctionnement, là aussi, des différences par rapport à d'autres structures. Mais comment vous allez rééquilibrer les choses? Parce que là, en plus, vous bénéficiez, si j'ose dire, il y aura encore une baisse des dotations d'État de l'ordre de 14 millions d'euros. Mais nous vous allez augmenter les impôts? Comment vous allez faire? Pas du tout. Justement, nous rééquilibrons par une maîtrise rigoureuse de notre budget. Je vous signale que nous exécutons notre budget avec, chaque année, si vous prenez les comptes administratifs sur les 3 dernières années, pas de recours à l'emprunt, pas d'augmentation des impôts, aucune pression fiscale supplémentaire. Depuis 2 ans, quoi. Depuis 3 ans. Baisse de la dette, puisque nous étions à 128 millions d'euros, nous sommes à 115 millions d'euros de dette. L'année prochaine. 1er janvier.
on calcule toujours au 1er janvier, mais je pars du 1er janvier d'il y a 3 ans, on n'a pas besoin de recourir à l'emprunt. Et nous maîtrisons notre budget, nous réalisons, nous avons un excédent, c'est une gestion qui est tout à fait saine. Dans cette condition, en période de vache maigre, est-ce que vous êtes toujours, vous, le département, en capacité de faire face à vos obligations sociales ? Parce que je sais que certains départements, ailleurs, ont des difficultés. Alors, vous faites allusion notamment au RSA. Mais il n'y a pas que le RSA, il y a le RSA, il y a la PA et la PCH. Sur le RSA, qui a augmenté considérablement, puisque en 2 ans, nous avons subi 10% d'augmentation. Vous évoquiez les baisses de dotation de l'État, elles représentent maintenant 14 millions d'euros. Le RSA a été augmenté de 25% sous la période Sarkozy. Il a été augmenté de 10% sous la période Hollande, donc imposé au département, et la compensation ne se fait pas. Nous, pour 24 millions de dépenses en termes de RSA, nous avons un différentiel à peu près de 300 000 euros. Donc nous réussissons à maintenir l'équilibre sur le RSA. Sur l'APA et la PCH, le déséquilibre est important. C'est la raison pour laquelle, moi, j'ai porté à l'Assemblée des départements de France, et notamment au bureau de l'Assemblée des départements de France, le message suivant: il est hors de question de se contenter d'apporter une aide, même si on doit le faire, aux départements comme par exemple le département du Nord, qui subit sur le RSA des contraintes financières qu'ils ont du mal ou qu'ils ne peuvent même pas assurer. Il faut prendre l'ensemble des AIS et porter un regard attentif et rééquilibrer l'ensemble des AIS. C'est un message qui a été attendu et nous espérons que les engagements de l'État en la matière seront retenus. Juste, vous n'avez pas répondu à la question. Augmentation des impôts pas d'augmentation l'année prochaine? Non, absolument pas. Non. Donc le département finira sa vie sans augmenter les impôts. Sans augmenter les impôts. À l'inverse d'autres collectivités, sans recourir à des emprunts, sans augmenter les charges de personnel par des embauches. Vous visez la CTC, là. Je ne vise personne. Chacun se reconnaîtra. Millions, vous non plus. Chacun se reconnaîtra. Mais en apportant quand même une dette dans la corbeille de la future collectivité unique. Et en apportant un patrimoine qu'aucune collectivité ne possède aujourd'hui. Chacun va amener sa dette. Le département de Haute-Corse, celui de la Corse du Sud, auquel s'ajoutera celle abyssale de la collectivité territoriale. Absolument. Et chacun y apportera son patrimoine et ses richesses. Et celui du département de la Haute-Corse, qui a peut-être généré une certaine dette, sera comptabilisé, vous verrez, de manière très positive dans le bilan. Et vous paraît viable, cette collectivité unique qui va partir lestée quand même d'un poids de la dette important? Elle va partir comme les collectivités qui ont été regroupées sur le continent, les nouvelles régions. Chacun y est entré avec son actif et son passif. Je crois que ce sont des faits à partir desquels il faut construire la collectivité unique. On peut toujours regretter, dire qu'on aurait pu faire mieux. Faut-il regarder dans le rétroviseur ou regarder devant? Moi, je pense qu'il faut regarder devant. C'est pour ça que vous assistez aux réunions avec la collectivité territoriale, avec les présidents de la CTC, et que votre homologue Pierre-Jean Louchian se fait tirer l'oreille à chaque fois? Alors, je participe aux réunions avec la collectivité territoriale parce que depuis 2003, je suis engagé dans la construction de la collectivité unique avec Paul Jacob, avec le regretté Claude Olivet, avec Pierre Jong et avec François Thibert. C'est une démarche qui part de loin, elle n'est pas nouvelle chez nous, donc j'y suis inscrit de manière tout à fait naturelle. Dans le cadre de la collectivité que je préside, nous y sommes entrés, mais de manière là aussi tout à fait naturelle et engagée, et nous l'avons fait en nous organisant. C'est-à-dire qu'on ne se contente pas de mots, on n'est pas dans le commentaire, on est dans l'action, on est dans la discrétion, je l'avoue, on n'est pas trop fort pour la communication, c'est probablement une faiblesse, mais nous sommes dans l'action. Je vous signale qu'à l'heure où la collectivité territoriale, par exemple, vient de mettre en place sa commission de préfiguration, qui est composée d'un nombre très limité de personnes. Le département de la Haute-Corse a mis depuis 1 an en place 2 commissions, une commission composée d'élus et une commission composée de représentants de l'administration et bien sûr d'élus qui se sont réunis 40 fois pour traiter des dossiers de la collectivité unique. Y a-t-il une autre collectivité en Corse qui ait fait ce travail pour la construction de la nouvelle collectivité? Est-ce que sur la méthode, vous n'étiez pas d'accord, la méthode des ordonnances, passer d'une certaine manière en force à cette collectivité unique? Est-ce qu'il n'aurait pas mieux fallu faire un nouveau statut comme le propose la droite et comme peut-être la droite le fera si elle arrive aux affaires? Alors, on peut toujours se dire qu'il aurait fallu faire
C'est une question de méthode. Absolument. Ah ouais, la méthode est à la mode, en effet. Et il aurait fallu faire. Sauf qu'on est dans un cadre législatif précis, c'est la loi NOTRe qui dit ce que l'on doit faire. Après, on est d'accord, on n'est pas d'accord, peu importe. Mais je pense que lorsque l'on est légaliste, on doit appliquer la loi. Nous sommes rentrés dans ce cadre-là. Est-ce que tout nous convient? Non, tout ne nous convient pas. Pour autant, on effectue le travail nécessaire. Vous dites qu'on n'est pas d'accord sur la méthode. Non, il y a eu à un moment donné un point de divergence parce qu'il fallait s'harmoniser sur la façon de conduire la démarche de manière collective. Aucune des 3 collectivités ne devait avoir une quelconque prééminence sur la démarche. La CTC avait cette tendance, je dirais, à se l'approprier. On a eu un discours ouvert, partagé, et on a pu travailler ensemble, montrer qu'on pouvait le faire. Ça posait en Corse du Sud. Peut-être, mais enfin, en tout cas, permettez-moi de parler pour ce que je représente. En revanche, nous avons participé activement aux travaux et nous avons dit que dans les travaux, mais peut-être y reviendra-t-on au cours des débats, dans les travaux, il y a des choses qui ne nous ont pas satisfaits, qui pourtant ont été actées, notamment le travail sur les ordonnances. Nous avons relevé un certain nombre de problèmes qui doivent être préalablement réglés, à notre avis, avant que la collectivité unique, au 1er janvier, ne prenne son envol. Ça n'a pas été fait. Donc il me semble que ce travail aurait pu être mieux conduit. Ceci étant, eh bien, nous partageons, je dirais, les vicissitudes d'une construction difficile. Vous y croyez, la collectivité unique écoutez, je ne vais pas... Vous y étiez depuis 2003. Oui, je ne vais pas commencer à y renoncer à 1 an de sa mise en œuvre, lorsque depuis 13 ans, oui, sur l'agencement, disons, sur le nouvel agencement. Sur la date? Non, l'agencement, c'est-à-dire comment est-ce que ça va s'organiser, les territoires Alors, j'y crois. Sur la collectivité unique, c'est un concept, c'est un principe, c'est une organisation. Non seulement j'y crois, mais j'adhère et je travaille pour qu'elle réussisse. Après, la question est, faut-il revoir un certain nombre de choses? Faut-il l'affiner? Faut-il être plus précis sur certains points? Ça me paraît tout à fait évident. On voit d'ailleurs que ce n'est plus une particularité corse, puisque François Fillon, qui est en vogue à présent, propose une fusion dans son programme entre région et département. Oui, François Fillon reprend un petit peu les idées que Nicolas Sarkozy, et donc lui-même, le conseil territorial, avait absolument, qui d'ailleurs n'est pas dénué de fondement. Je pense que la représentativité des territoires doit s'exprimer dans la nouvelle collectivité. Ça me paraît nécessaire. Et la Chambre des territoires, si vous voulez qu'on l'évoque, telle qu'elle a été conçue, ne répond certainement pas à ces attentes. Eh bien, nous allons en parler maintenant. Voici l'heure du débat avec votre contradicteur. C'est un élu territorial nationaliste du groupe Fema Agosga, Hyacinthe Vanni, qui s'installe maintenant sur le plateau. Bonsoir et merci Hyacinthe Vanni d'avoir accepté cette confrontation pacifique, d'autant que je pense que vous connaissez très bien votre interlocuteur. Alors, vous voulez interroger le président du conseil départemental sur son positionnement politique. Bonsoir Monsieur le Président. Bonsoir Monsieur le Président. On se connaît très bien. Absolument. Nous avons l'occasion d'être quelquefois ensemble, surtout sur le terrain. Nous étions dernièrement dans l'intérieur de l'île, l'intérieur qui nous est cher à tous les deux, puisque nous sommes issus de cet intérieur quelque peu abandonné aujourd'hui. La ruralité. Moi, je suis plus du littoral que de l'intérieur, mais enfin. Et c'est aussi l'échec d'une politique qui a été menée depuis 40 ans. Vous avez vu ces villages abandonnés, vous avez vu... Celle des intempéries. Ces villages abandonnés au-delà des intempéries, vous le savez. Mais ce qui aujourd'hui, moi, m'amène à être votre contradicteur, c'est aussi votre ambiguïté. On n'arrive pas trop à comprendre, et au-delà de moi, mon parti que je représente, votre positionnement. Vous êtes élu depuis 2002 au département de la Haute-Corse. Vous avez soutenu toujours une majorité pour nous qui incarnait certaines dérives, un certain système. Vous avez toujours refusé de le dénoncer. En tout cas, publiquement, vous ne l'avez jamais dénoncé, même si des collègues à vous, d'anciens collègues à vous, à un moment donné, l'ont dénoncé. Vous ne l'avez jamais dénoncé. Et ce qui est paradoxal, c'est que quand vous arrivez aux responsabilités, vous remettez de l'ordre. Vous dites que vous remettez de l'ordre, c'est-à-dire qu'alors, il y avait de l'ordre à remettre, et vous changez complètement le fonctionnement du département de la Haute-Corse. Alors c'est un peu difficile pour nous de vous suivre. Et au-delà de ça, je ne parle même pas des affaires, nous n'avons pas, nous, l'habitude de commenter les affaires en cours, mais
juste un mot sur les personnels. Vouloir faire porter la responsabilité au personnel des dysfonctionnements et du système qui était mis en place à l'époque au département, c'est quand même quelque chose qui est un peu choquant pour nous. Ceci étant, nous, on ne va pas s'attarder sur des affaires. Nous ne l'avons jamais fait, nous ne le ferons jamais. Encore d'autres contradictions, et ce sera peut-être ma deuxième question. Vous vous dites, je vous ai écouté attentivement, homme de gauche, progressiste, corsiste, peut-être même autonomiste, et je n'en doute pas. Mais votre positionnement dans les faits, il est aux côtés de Jean Tsoukarelli, aux législatives, dont vous étiez le suppléant, qui incarne pour nous, vous le comprenez, tout ce que peut représenter comme archaïsme et comme refus de toute évolution. Il y a quelques mois, lors des dernières cantonales, vous soutenez le candidat du MCD associé au PRG, alors PRG historique, PRG habituel, bon, nous, ça peut nous rappeler quelques souvenirs, mais comment pouvez-vous aujourd'hui dire que vous êtes progressiste, corsiste, voire même autonomiste? On vous aurait, nous, vu aux côtés d'Emmanuel de Gentile ou de Jean-Charles Ossouch, vous l'avez dit vous-même tout à l'heure. Et là, vous soutenez tout ce qui représente l'archaïsme et qui, pour nous, est encore le noyau du clanisme et du clientélisme. Bon, on va laisser répondre François Laurent. Et après, on discutera sur la collectivité unique, c'est une petite question aussi, si on a le temps. Mais écoutez, vous avez soulevé un certain nombre de questions, et dans ces questions, il y a souvent d'ailleurs des réponses. Vous évoquez le paradoxe. Moi, je suis arrivé au département en 2002. Je suis arrivé au département comme conseiller général parce qu'il y avait une démarche de construction déjà à l'époque où beaucoup d'ailleurs regardaient ça de loin ou même ne le regardaient pas du tout, d'une collectivité unique parce que ça nous paraît être la meilleure construction institutionnelle pour le département. C'est dans ce cadre-là que je me suis inscrit. J'ai travaillé au département, comme mon collègue Jean Motroni, par exemple, qui représentait le Cap Corse avec nous, dans un cadre de transparence, dans un cadre de rectitude, qui ne nous a pas amené à rentrer dans une quelconque considération de ce que vous évoquez, de système, pas de système, de cabinet, pas de cabinet. Moi, Monsieur le Président, vous savez ce qui se passe au oui, bien sûr. Vous le savez, Oui, absolument. Voilà. Comme d'autres, en d'autres domaines, ont su s'accommoder de ce qui a pu se passer et aujourd'hui de se draper du drap blanc de la vertu. Peu importe. Moi, ce qui me concerne, c'est mon action. Mon action, elle s'est construite depuis le premier jour où je suis rentré dans cette collectivité, dans la rectitude, dans la clarté, et ça a été reconnu par mes électeurs chaque fois que je me suis présenté devant eux. D'ailleurs, chaque fois que j'ai été candidat, je vous signale que j'ai eu des candidats contre moi du PRG, du Parti socialiste, de la droite, des nationalistes. Ça ne m'a pas empêché d'être élu parce que j'avais la confiance des électeurs. Je crois que c'est à ce titre-là, d'ailleurs, que j'ai ensuite été élu président du conseil départemental et non pas parce que j'aurais appartenu ou parce que je me serais inscrit dans le sillon de qui que ce soit. Ça, c'est, me semble-t-il, un point important. Je crois que c'est mon propre fonctionnement, ma propre rigueur et mon éthique qui font mon action publique. D'ailleurs, aux dernières élections cantonales, je crois savoir, ou en tout cas comment aurais-je pu être élu, contre des candidats qui auraient pu appartenir, ou en tout cas qui ont à un moment donné appartenu à la même mouvance que la mienne, comment aurais-je pu sortir vainqueur d'un combat où toutes les plus grosses communes du nouveau canton étaient contre moi, si je n'avais pas eu le soutien large d'électeurs allant de la gauche, certes, probablement de la droite, mais également du parti et de la mouvance que vous représentez. Je crois que si nombre d'entre eux m'ont soutenu, n'écoutant pas forcément les conseils ou les mots d'ordre de certains, ils ont préféré jouer la clarté, l'équité et le soutien à une personnalité qu'ils connaissaient parce que je suis sur le terrain. En effet, depuis longtemps, je suis comme vous dans la ruralité depuis longtemps. J'ai toujours mis les mains dans le cambouis et je continuerai de fonctionner de cette manière-là. Vous avez parlé de ma présence comme suppléant de Jean Tsoukarelli aux élections législatives. Oui.
avec le soutien d'Emmanuel de Gentil, dans le cadre d'une victoire de la gauche aux élections présidentielles et d'une volonté de conquête. Vous partagez les idées de Jean Souccarine? Je peux partager un certain nombre d'idées, et vous savez très bien celles qui nous séparent, comme vous savez celles qui nous réunissent, et vous savez aussi, puisque vous m'avez entendu tout à l'heure, celles qui peuvent nous séparer. Moi, je suis dans la clarté, je ne suis pas dans une démarche d'indépendance. Le système ou pas, monsieur Hollande, la question fondamentale que nous posons, est-ce que vous, aujourd'hui, vous pensez qu'il y a eu un système? Est-ce que ce système-là, il a été retransposé à la CTC ou pas? Mais moi, j'étais pas à la CTC. Oui, vous êtes au courant, vos amis y étaient. Est-ce que vous pensez que moi, je fais partie d'un système? Est-ce que je fonctionne comme quelqu'un qui appartient à un système lorsque j'ai mis en place au département des procédures de rigueur? C'est pas ma question. Mais c'est ma réponse. Des procédures de rigueur, de transparence, des comités d'affectation auxquels je n'assiste pas, des jurys pour recruter des personnes qui sont clairement identifiées, facilement identifiables. Il y a l'opacité d'un côté qui permet d'embaucher en nombre sans savoir qui et quand. Chez moi, c'est très simple. Les doigts d'une main suffisent et les personnes sont immédiatement... On parle pas de vous, on parle d'avant. Non, mais moi, je parle... Moi, ma question, c'était, est-ce que vous reconnaissez que pendant des années, vous avez aussi... dénoncer, pas participer, je ne dirais pas participer, vous n'avez pas participé. Mais pourquoi vous n'avez pas dénoncé ce système qui a mené la Corse à la ruine? Parce que pendant des années, j'ai fonctionné dans la rectitude et dans la clarté, et moi, c'est ce qui m'importait, et je n'ai pas eu à dénoncer ce que vous qualifiez d'un système que moi je n'ai pas connu, et dans lequel je ne suis pas rentré. Moi, ma réponse, elle est dans mon action. Mon action, vous la connaissez, y compris d'ailleurs dans la restructuration de notre collectivité, puisque vous êtes bien placé pour savoir que j'ai mis aujourd'hui là où il faut les personnes qu'il faut, qui, je crois, ne sont pas forcément dans ma mouvance politique, mais comme ce sont des personnes compétentes, je n'ai eu aucun problème à les mettre en responsabilité. Donc, à la question que vous me posez, je vous réponds par mon action. Je ne suis pas dans le verbe, je ne suis pas dans le discours de la méthode, je ne suis pas dans le commentaire, je suis dans l'action. Très bien. Pour la collectivité unique, je vais aller très vite. Nous, la collectivité unique, Monsieur le Président, il y a des fondamentaux, on ne transigera pas, l'équité, la transparence. Nous l'avons appliquée lorsque nous sommes arrivés à la collectivité territoriale. Aujourd'hui, la collectivité territoriale, c'est la Maison de Cristal. Est-ce que vous êtes prêts à rejoindre la Maison de Cristal avec nos fondamentaux que l'on peut peut-être là partager? Alors écoutez, si vos fondamentaux, qui ne sont pas forcément de la fusion... Je n'ai pas parlé de fusion. Collectivité de Corse, excusez-moi. Je crois qu'un certain nombre d'éléments fondamentaux, nous les partageons. Nous les partageons tellement que ceux qui ont été portés par l'ancienne mandature, la construction de la collectivité unique, la co-officialité de la langue, l'agence foncière, le PADUC, vous les avez, et entre autres, vous les avez également accompagnés. Donc il est évident que les Corses ont vocation à se retrouver, y compris dans la collectivité unique, dans un spectre très large qui va probablement ramener sur des points essentiels des élus de gauche, des élus de droite, des élus nationalistes, et je ferai bien sûr très volontiers partie d'un de ces éléments de cet Atanor. Eh bien, messieurs, les 10 minutes sont écoulées. Merci à Saint-Evin d'y avoir participé. Nous abordons maintenant la troisième et dernière partie de notre émission. Après ce jingle, c'est le débriefing et c'est Anne qui va s'atteler la première à cette tâche. François Hollande, vous a-t-il convaincu? Alors, je vais laisser chaque téléspectateur avec son propre libre arbitre et se faire son opinion et pas moi distribuer les bons ou les mauvais points. Moi, je vais parler plutôt des échéances à venir avec une question simple. Est-ce que vous serez candidat aux prochaines législatives? En sachant que vous arrivez dans une période de malaise politique à gauche clairement identifiée. Et ce qui est un peu étonnant, c'est finalement cette propension qu'a votre famille à ne pas pouvoir poser sur la table d'éventuelles pistes, des voies, et vous en convenez chacun d'ailleurs, que pourrait emprunter la gauche dans les mois qui viennent. Vous avez peu de temps devant vous, 1 an, mieux, 2 ans au mieux, si, en fonction de ce qui sortira des urnes présidentielles. Quand allez-vous vous mettre en ordre de marche? C'est une autre question. Et surtout, est-ce que vous serez prêt aux prochaines territoriales? C'est la question que peuvent se poser les électeurs. On a l'impression que vous-même, vous ne vous la posez pas trop. Alors, avant de répondre, Patrick Winchiguer, et vous répondrez
Et je vais prolonger le raisonnement de ma consoeur. Alors François Hollande, même si vous êtes installé dans le paysage politique insulaire depuis relativement peu, du moins au-delà de votre région, le Cap Corse, vous vous êtes fait une place, vous êtes apprécié, y compris de vos opposants, apprécié pour votre sens du dialogue, on l'a vu lors des discussions pour la création de la collectivité unique, apprécié pour votre sérénité, votre discrétion aussi qui vous caractérise. Vous apparaissez comme un homme intègre également, malgré une proximité en ce moment forcément encombrante avec Paul Jacob. Bref, François Hollande, vous êtes la bonne personne, mais vraiment au mauvais moment. Je m'explique pour 3 raisons. Tout d'abord, vous appartenez à un camp, la gauche, en lambeaux, aussi bien au plan national qu'au plan local, où même le peu de radicaux de gauche qui restent sont divisés dans une guerre picrocolline entre tsoukarélistes et sandrinistes, si je peux me permettre. Et puis, vous êtes aussi, en quelque sorte, malgré tout, une victime collatérale de la jacobie. Les affaires qui éclaboussent Paul Jacob vous éclaboussent également, du moins en termes d'image. Il y a Sainte-Vanne, il y a un instant, à enfoncer le clou, je ne vais pas y revenir. Vous êtes une victime, il faut le dire, aussi, à ce niveau-là. Politiquement, c'est difficile de s'en remettre. Et puis, pour 3e raison, pour couronner le tout, vous présidez une collectivité, le département, en fin de vie, qui est appelé à disparaître à brève échéance, puisque la collectivité unique, c'est pour le 1er janvier 2018. Dans ces conditions, comment se frayer un chemin pour exister au plan politique, pour compter? Ça semble pour le moins difficile, mais peut-être et sans doute vous allez me contredire. Alors, après toutes ces amabilités et ces interrogations, c'est à vous de répondre. Alors, tout d'abord, je vais répondre à Mme Chabanon qui a posé plusieurs questions en une seule et avec des temporalités différentes. Vous m'avez demandé si j'étais prêt pour les législatives. En même temps, vous posiez la question des prochaines échéances territoriales, en disant qu'on n'était pas prêt pour les uns, qu'on n'était pas prêt pour les unes et qu'on n'était pas prêt pour les autres. Alors, concernant les élections législatives, aujourd'hui, bien sûr, un certain nombre de mes amis, de personnes que je rencontre, me demandent de me préparer à cette échéance. Je crois que ça n'est pas une démarche uniquement personnelle, c'est quelque chose qui se construit dans la collégialité. J'ai dit tout à l'heure que représentant les forces de progrès, en tout cas c'est dans ce cadre-là que je veux me situer, eh bien je verrai, lorsque les forces de progrès auront entamé un dialogue beaucoup plus large, et ce qui ne saurait tarder, si je peux représenter cette personne, si j'ai intérêt à représenter... Non, il n'y a pas Jean de Soukaril comme suppléant, là. Je ne pense pas, mais je pense que les binômes ne seront pas difficiles à constituer, parce qu'il y a, dans cette force-là, des hommes et des femmes aujourd'hui qui peuvent très largement occuper le terrain et porter un discours qui est attendu par les électeurs. Alors, les échéances territoriales, permettez-moi de vous dire qu'elles sont suffisamment loin et qu'il y a entre-temps des échéances présidentielles et législatives qui font que ce n'est pas un sujet à l'ordre du jour immédiat. Prenons les étapes les unes après les autres. Je décrypte, François Hollande dit candidat à la députation, forte probabilité, d'après ce que je comprends. Non, ça c'est vous qui le décryptez. Mais on sent que ça vous intéresse quand même. François Hollande qui pourrait être candidat à la députation, oui, vous savez qu'on m'a même attribué dans la presse quotidienne une candidature aux élections sénatoriales qui n'aurait pas lieu, et quelquefois on me dit à Bastia, ça serait bien que tu sois candidat à Bastia. Qui pourrait avoir lieu, en tout cas. Vous êtes un homme Qui très ne sont pas sollicité, fixés, en tout Voilà. cas, dans un avenir calendaire proche. Mais vous voyez qu'il y a beaucoup d'écume, je dirais, autour de certaines perspectives. Concernant le positionnement, vous avez évoqué l'un et l'autre d'ailleurs, le positionnement de gauche. Monsieur Michiger, vous avez même parlé du PRG. Je vous rappelle que je n'appartiens pas au PRG. Je n'ai pas dit que vous apparteniez au PRG. Non, mais on a assez souvent tendance à me coller l'image du PRG, pour lequel il y a un certain nombre de fondamentaux que je peux partager. Là, les divisions de la gauche en Corse. Oui, mais les divisions de la gauche vont, hélas, au-delà du PRG. Mais vous avez compris aussi que dans le contexte nouveau, celui du rejet des partis politiques, et on l'a vu aujourd'hui à droite, les primaires, Nicolas
Sarkozy et Alain Juppé, qui étaient les hommes du parti républicain, ont été battus par un candidat discret, certes appartenant aux Républicains, mais ne faisant pas partie de la nomenclature du parti républicain. Il était plutôt en dehors, et c'est comme ça qu'il s'est imposé. Donc je crois qu'aujourd'hui, le paysage politique évolue, et selon les territoires, il y a, en fonction des personnalités, en fonction du travail qui a été constaté sur le terrain, eh bien, des élans d'adhésion qui peuvent se produire, et je pourrais, en effet, faire partie, sans revendiquer de leadership particulier, mais en tout cas être à la table des discussions et celle de la construction. Vous avez également évoqué mes liens, en tout cas dans la démarche politique qui était la mienne, en accompagnant Paul Jacob. Et vous savez, moi, je n'ai pas l'habitude de tourner le dos à des personnes pour qui j'ai des liens d'amitié. Paul Jacob est un homme intègre. Pierre-Marie Mancini est un homme intègre. C'est un homme désintéressé. C'est quelqu'un qui assume des fonctions sans indemnité, sans remboursement de frais, dont on a voulu salir l'image. Ces personnes-là, je continue d'être mes amis. Leur démarche est souvent partagée, est en règle générale d'ailleurs partagée avec celle que je souhaite conduire. Donc, sur le plan amical, sur le plan politique, pour ce qui est fait, je partage. Maintenant, je suis François Hollande, avec ma structure mentale, ma structure intellectuelle, ma démarche, mon action de toujours, celle qui sera celle de demain. Et c'est dans ce cadre-là que je veux m'inscrire, que je veux participer au débat. On a bien compris. Moi, c'est moi, eux, c'est eux. Alors, il nous reste juste 2 minutes d'émission. Je voudrais vous poser une question sur une élection qu'on n'a pas évoquée. C'est la présidentielle et la primaire. La primaire socialiste, 22 et 29 janvier prochain. 9 candidats pour l'instant, peut-être 10, peut-être plus, on ne sait pas. Est-ce que vous allez faire un choix, vous, parmi ces candidats à la primaire, ou alors vous vous situez aussi hors primaire, vous pourriez le choisir en dehors de la primaire? Non, très sincèrement, je participerai au choix de la primaire. Et aujourd'hui, Emmanuel Valls, qui s'est déclaré candidat, sera probablement celui pour lequel j'aurai une attention particulière. Parce que Manuel Valls, dans ses fonctions de Premier ministre, a montré l'attention, certes quelquefois avec une certaine raideur sur certains points, mais en tout cas... Y compris vis-à-vis de la Corse. Vis-à-vis de la Corse aussi, ouais. Bien sûr. Mais il a montré également beaucoup d'attention vis-à-vis de la Corse. Tout ce que l'on a évoqué, les arrêtés MIO, le statut, l'évolution institutionnelle, tout ce que la Corse a pu obtenir sous la mandature précédente, Manuel Valls était à l'action. Donc, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui je me détournerais de ce que je considère comme un travail positif pour la Corse. Eh bien, François Hollande, ce sera votre mot de conclusion. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Anne-Patrick, merci de votre fidélité également. Merci. Avant de vous quitter, laissez-moi présenter un ouvrage absolument remarquable, Pastori Gursiga, de notre confrère Pierre-Jean Lucioni et de Philippe Walter. C'est le premier volume d'une anthologie sur le pastoralisme qui en comptera 6. Un travail de plusieurs années avec une iconographie eccezionale. C'est aux éditions Piazzolo. Voilà, contrastava e compio. Ci ritroviamo settimana che viene agli stessi ore, agli stessi luoghi. Un ultimo invitato, sarà l'ultimo invitato di Lanad, sarà Wescu Igorsiga, Monsignore De Germay, Patrick Serbevec e Bogisi. Intanto buona settimana, buonasera a tutti.